commencer par présenter rapidement la question des risques professionnels émergents ou accentués par les évolutions anticipées dans les exercices de design fiction, et puis en se basant sur l'analyse des évolutions organisationnelles préoccupantes qui nous sont fournies largement par ce travail de consultation, de discussion avec les experts et les préventeurs. Et puis ensuite, Agnès présentera, on va dire, les conséquences qu'on pourrait en tirer pour les réflexions prospectives sur l'évolution des politiques de prévention. Alors, concernant les organisations, les évolutions de l'organisation du travail, on a une série de grandes tendances qui nous semblent caractériser la prospective à l'horizon 2040. Et je vais revenir successivement sur ces grandes tendances en essayant de les illustrer. Alors, très très brièvement, et là je vous renvoie au cas un peu plus détaillé d'entreprises et de personnes qui figurent dans le cahier. Franchement, c'est vraiment très éclairant, je crois, par rapport aux questions qui nous préoccupent ici. La première tendance qu'on peut identifier, qui est une évolution préoccupante, c'est la flexibilisation des statuts d'emploi, donc qui est liée à la recherche d'optimisation des coûts. On a une multiplication du recours à l'intérim, à la sous-traitance, voire à la désalarisation avec la multiplication de l'entrepreneuriat non salarié. Alors, ça peut amener à un affaiblissement des collectifs de travail, à une individualisation croissante des situations. Il y a aussi quand même, on parlait, à l'instant de la coopérative Copain, qui rassemble des entrepreneurs a priori non salariés, mais qui se sont réunis dans une coopérative justement pour se doter d'un statut salarial, donc des protections associées, et pouvoir aussi assurer des fonctions collectives, comme par exemple des possibilités de politique de prévention. Donc il y a des manières aussi de réagir à ces tendances, mais dans plusieurs cas des design fiction qui vous sont proposés là, par exemple France Inclusive ou FlexCo, ces tendances sont poussées très loin, des tendances de plateformes de management algorithmique qui vont vraiment individualiser les situations de travail et rendre très très difficile les politiques de prévention organisées collectivement. On a aussi un risque d'une fragmentation des activités de travail, par exemple dans le cas de Naturiel, donc ces espaces de vie pour personnes âgées et enfants, puisqu'on mélange sur les mêmes sites des EHPAD, un EHPAD et une crèche, et puis avec un espace de coworking dans lequel des personnes, des auto-entrepreneurs vont venir travailler et puis financer leur coworking par éventuellement une participation aux tâches des activités de services rendues sur le lieu, donc avec un mélange, disons, d'une fragmentation des activités de travail, notamment pour ces co-travailleurs, ces co-workers, qui peuvent amener une dilution des responsabilités en termes notamment de santé, sécurité au travail. Alors, deuxième type c'est tout à fait dans la continuité de ce que je viens de dire, le développement de situations de coactivité harmoniale, qui est... pardon, je me suis trompé, j'ai cité Naturiel, non, je voulais dire harmoniale, qui est donc cet ensemble de crèches EHPAD qui va faire travailler ensemble des professionnels avec des coworkers, donc des gens qui viennent sur place pour bénéficier d'espaces de coworking et qui vont prêter main forte aux équipes de professionnels. Ces travailleurs vont être en coactivité. Les professionnels de la petite enfance ou des personnes âgées avec les travailleurs qui viennent en coworking. Et donc, on a une coexistence de professionnalités de niveau de professionnalité très différents et d'origine et de repères professionnels extrêmement différents. Ça peut amener aussi ce développement de situations de coactivité, notamment avec des volants très importants d'intérimaires. C'est le cas chez Cycle2, donc cette usine, cette entreprise qui produit sur mesure des biens, des équipements de mobilité durable, où un tiers de la main-d'œuvre est intérimaire, qui va être mobilisée pendant les périodes de pic d'activité et qui va travailler surtout la nuit, et donc avec, là encore, une plus grande difficulté pour organiser les politiques de prévention et pour faire circuler les règles
de métier, les règles de prudence entre professionnels. Donc c'est un risque important d'accroissement de risques professionnels liés à cette coactivité non intégrée. Une troisième évolution tendancielle préoccupante, c'est lié à la révolution numérique, enfin à la pénétration notamment des outils numériques et du management algorithmique, comme ça a été évoqué précédemment, avec un pilotage de l'activité de travail par des outils numériques. Alors c'est très net dans le cas des plateformes qui ont été imaginées, France Inclusive ou Flexco, où vraiment les tâches sont assignées par le biais de l'algorithme. Ensuite, les clients notent les performances des travailleurs et ceux-ci sont évalués en permanence par l'algorithme. Alors, il y a des possibilités quand même, même avec un pilotage numérique. Chez Cycle2, il y a une possibilité de régulation collective de l'organisation et de la charge du travail grâce à des équipes autonomes qui vont se réunir régulièrement pour discuter de l'évolution de leur travail et infléchir les règles de l'organisation et notamment du pilotage de leur travail. Donc le management technocentré n'est pas nécessairement un management aliénant et déshumanisant, mais ça demande des initiatives organisationnelles spécifiques. Troisième type d'évolution, quatrième type d'évolution qui pourrait être préoccupante, c'est le fait que des organisations affichent une raison d'être qui semble éminemment louable, inclusivité, conciliation, vie personnelle, vie professionnelle, attention aux clients, aux usagers, à la nature, mais en ce faisant peuvent parfois mettre en avant des solutions organisationnelles qui peuvent avoir des inconvénients sérieux pour les travailleurs. On peut donner l'exemple de France Inclusive. Alors je ne décris pas en détail la plateforme, mais c'est une plateforme qui, au nom de l'inclusion des travailleurs migrants, va mettre en œuvre un système d'organisation et de prescription de leur travail lié à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'expulsion du territoire s'ils ne respectent pas strictement les consignes données par leurs employeurs successifs et ponctuels, qui est un scénario un peu dystopique et au nom de l'inclusion. On peut aussi s'interroger sur le développement du télétravail ou de la semaine de 4 jours, présenté comme un facteur d'attractivité pour l'entreprise, mais pensé indépendamment justement des objectifs de l'organisation du travail, et ça peut se révéler parfois des facteurs d'intensification du travail ou de désorganisation. Donc les intentions, les bonnes intentions, là dans le cas, en l'occurrence c'était attractivité, meilleure conciliation vie professionnelle, vie familiale, peuvent se heurter, si on n'y prend pas garde, à des organisations du travail qui restent rigides et technocentrées. Et enfin, il y a une évolution prévisible des attentes en matière de ressources humaines, les attentes des entreprises en matière de ressources humaines, qui peuvent parfois aller jusqu'à une dévalorisation des savoirs de métier. C'est le cas, par exemple, dans la plateforme, enfin, dans la ressourcerie, la recyclerie green, où on a vu qu'il y a des amateurs, hein, c'était l'interview qu'on a vue tout à l'heure de 2040, des amateurs qui viennent manipuler des machines potentiellement dangereuses en ayant juste vu un tutoriel sur Internet. Donc on a là un risque de dévalorisation des savoirs et avec des conséquences potentielles pour la santé. Mais là encore, ce risque n'est pas général. Et on a des exemples dans les cahiers, notamment la coopérative Copain et puis l'entreprise Mobagro d'abattage mobile qui va dans les fermes pour procéder à l'abattage des animaux, où les savoirs de métier sont valorisés et sont soutenus, y compris par les technologies numériques. On a aussi des évolutions vers la valorisation plutôt des compétences comportementales qui peut aboutir à des demandes de conformité par rapport aux normes de l'entreprise ou à la mission. Et la pression de la notation des clients peut aller aussi dans ce sens-là. Les exigences émotionnelles sont un sujet de préoccupation. On voit par exemple que même chez Mobagro, qui organise donc de façon
plus humaine, en tout cas plus attentive à la souffrance animale, l'abattage des animaux, eh bien les professionnels qui vont abattre les animaux à la ferme sont exposés à la souffrance des agriculteurs eux-mêmes, qui voient leurs animaux voilà, abattus. Donc ça n'est pas forcément la solution à toutes les questions. Enfin, on a une tendance qu'on repère aussi aujourd'hui à une homogamie socioculturelle. Alors, je vous renvoie à une très bonne étude d'Olivier Gaucho qui est parue dans le bouquin « Que sait-on du travail ?» publié par les presses de Sciences Po récemment. L'article d'Olivier s'appelle « Des lieux de travail de plus en plus ségrégés ». On voit qu'il y a une tendance qui risque de s'accentuer à une homogénéité croissante des lieux de travail avec des établissements où il n'y a plus que des cadres, d'autres où il n'y a plus que des précaires ou des intérimaires, etc. Et donc, ce qui rend, là encore, peut-être, potentiellement, la politique de prévention plus complexe à intégrer. Je te passe la parole, Agnès, pour la deuxième partie. Merci Thomas de cette transition facile. Pour moi, donc voilà, les questions se posent autour de l'adaptation, des adaptations de la prévention à envisager pour faire face à ces évolutions qui ont été abondamment illustrées par les cas de design fiction, avec plusieurs points à évoquer, l'évolution du contexte et des conditions d'intervention des préventeurs dans de telles situations tendancielles pour un certain nombre d'entre elles, des opportunités de prévention à venir et des stratégies de prévention à adopter, et la question de la montée en compétence des préventeurs à prévoir sur de nouveaux sujets en lien avec ces problématiques de prévention. Alors, en ce qui concerne l'évolution du contexte et des conditions d'intervention des préventeurs, on l'a vu, deux tendances fortes qui concernent d'une part la dilution de l'obligation de sécurité et d'autre part la question du délitement, du risque de délitement des collectifs dans de tels scénarios qui vont conduire, comme l'évoquait Thomas, à une forme de complexité des organisations de plus en plus grande avec une hétérogénéité de statut, la cohabitation ou la coactivité de professionnels de statuts très différents, dans un contexte aussi d'éclatement des lieux et des temps de travail, avec une disparité de conditions de travail au sein d'une même entité et dans des entités de nature très diverses. Ceci conduit, ou risque de conduire, à évidemment une dilution des responsabilités, avec la difficulté à définir qui est physiquement et moralement responsable de l'obligation de sécurité dans le cadre de ces organisations particulièrement complexes, des difficultés à identifier les acteurs de prévention, pas seulement les acteurs institutionnels, mais les acteurs de prévention qui, au sein même des entreprises, sont en charge de ces questions de santé et de sécurité, des difficultés de suivi des travailleurs de plus en plus volatiles, parfois inaccessibles au plan temporel et physique, à la faveur du télétravail par exemple, d'une porosité de plus en plus grande entre vie professionnelle, vie personnelle, y compris dans le temps. Et ces difficultés de suivi des travailleurs s'opèrent à la fois du point de vue du suivi de leur état de santé et aussi, bien sûr, du point de vue de leurs expositions, avec, là encore, se surajoutant à l'ici et maintenant difficile à cerner, la question des parcours professionnels et du suivi au cours du temps, tout au long d'une carrière professionnelle de travailleurs, pas forcément salariés d'ailleurs, qui vont de plus exercer des métiers, des activités différentes tout au long de leur carrière. Se pose également la question de la dégradation potentielle des conditions de transmission, de formation, d'apprentissage, transmission de savoir-faire au sein de collectifs de travail particulièrement fragilisés entre des personnes expérimentées et des novices. Ces transmissions de savoir-faire se comprennent aussi en matière de savoir-faire de prudence, en matière de gestes de métier, en matière de compétences qui intègrent d'emblée la question de la santé et de la sécurité au travail dans les pratiques mêmes de ces professionnels. Et puis le corollaire et les questions sous-jacentes autour de l'affaiblissement du dialogue social lié
d'une part, peut-être un affaiblissement de la représentation des travailleurs dans des collectifs qui ne sont plus des collectifs, avec des statuts d'indépendants qui se sont peut-être beaucoup développés en 2040 et qui nuisent au partage collectif, à la compétence de ces collectifs pour aborder les questions de santé et sécurité, partager des préoccupations sur les conditions de travail et s'organiser de façon cohérente pour pouvoir dégager des espaces de débat collectifs autour du travail et des conditions de travail. Et dernier point sur ces premières tendances, la question de la coordination des actions qui peuvent être évidemment mises en péril dans des collectifs et des entreprises où tout est devenu très protéiforme, difficile à cerner, peu tangible en matière d'organisation et de réalisation des activités. Sur le plan des opportunités de prévention à venir, en partant là encore des grosses tendances qui émergent à l'issue de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent, l'adoption de nouvelles technologies, les entreprises qui mettent en avant la raison d'être, la RSE, la question de la décarbonation des filières, tous ces éléments pourraient constituer des terreaux d'opportunités pour agir en prévention sur certains aspects, notamment sur le plan de l'adoption des nouvelles technologies avec l'impact de nouveaux processus sur la santé et sécurité au travail, le développement de dispositifs d'assistance à différents niveaux. On pense souvent à l'assistance physique, mais il en est plein d'autres. Intervention dans des zones dangereuses avec des robots, par exemple, se substituant à l'intervention humaine ou permettant une intervention humaine qui est totalement déportée sur le plan distanciel et physique. L'amélioration de la question de la formation à travers, là encore, l'adoption de nouvelles technologies qui vont permettre de réaliser, par exemple, du tutorat numérique de façon alors différée dans le temps ou instantanée, avec la possibilité de visualiser en temps réel et de montrer à un expert, par exemple, en temps réel et de façon déportée, des situations à risque pour prendre des décisions sur un diagnostic technique qui pose question en matière de sécurité. Le développement d'outils collaboratifs qui peut contribuer à reconstruire du collectif dans des unités ou dans des contextes de travail qui peuvent être totalement disparates. Et puis, eh bien, pourquoi pas améliorer aussi des opportunités de suivi d'exposition, par exemple, par la collecte systématique d'informations ou par la collecte d'indicateurs précoces de dysfonctionnement dans un processus de travail qui, s'il continue à dériver, peut devenir particulièrement accidentogène. Tout cela peut être de nature à faciliter le suivi des travailleurs, à renforcer la traçabilité des expositions et à constituer des preuves tangibles, là encore, d'une réalité de situation à la fois à risque pour des aspects accidentogènes et éventuellement pour le développement de maladies d'origine professionnelle. Sur les stratégies de prévention à adopter, deux focales qui apparaissent importantes. Premièrement, créer les conditions d'une approche collective de la prévention et deuxièmement, sensibiliser à la question du travail réel à partir d'un certain nombre de pistes qu'il convient là de développer à minima, la possibilité de mobiliser le levier de la performance globale pour agir en prévention des risques, dans des entreprises qui seront de moins en moins peut-être dans ce nouveau contexte assujetties à des contraintes en lien avec leurs assureurs, puisque les assureurs peuvent être multiples là aussi, et les incitations financières, réglementaires, législatives à faire peuvent être affaiblies dans un tel contexte où on a à nouveau là dilué les responsabilités en matière d'obligations de sécurité. Pouvoir développer des approches sectorielles et territoriales pour agir en amont de façon transversale et dans la durée sur des actions de prévention permettant de retenir là des éléments
plus probant, alors que les travailleurs deviennent une population très volatile, difficile à cerner, à suivre et dont il est compliqué d'anticiper l'évolution. Donc ces questions d'approche sectorielle et territoriale doivent permettre de toucher un public large de travailleurs, de responsables, de managers pour pouvoir anticiper toutes les questions de santé-sécurité. Bien sûr, les moyens à donner pour promouvoir le dialogue professionnel entre les travailleurs, entre travailleurs, managers et décideurs, et puis le dialogue social entre représentants des responsables et puis des salariés ou des travailleurs d'autres natures d'ailleurs, et se retrouver sur le terrain de façon à faciliter le partage d'informations, le retour d'informations, et ne pas faire une confiance aveugle à tous les outils d'intermédiation dans la compréhension de ce qu'est le travail réel pour les personnes qui sont en situation de travail. Une autre piste de renforcement des stratégies de prévention concerne évidemment la question des compétences et des savoir-faire relationnels qui viendraient en complément, bien sûr, des compétences techniques socles qui demeurent absolument indispensables dans cette approche des stratégies de prévention à mettre en œuvre et à renforcer ou à maintenir au fil des ans. La montée en compétence des préventeurs sur de nouveaux sujets s'entend en particulier sur deux aspects: l'organisation de la veille sur les innovations et leur impact en santé et sécurité au travail, d'une part, et puis le renforcement des compétences organisationnelles et de mise en débat, d'autre part. Les préventeurs apparaissent dans ces schémas de plus en plus comme des facilitateurs du partage d'informations de façon beaucoup plus hétérogène, en tout cas dans son contenu et dans ses cibles, et peut-être la dispersion et la diffusion de ces informations à un nombre d'acteurs potentiellement beaucoup plus important que ce n'est le cas aujourd'hui, où elles restent encore trop parfois réservées à un certain nombre d'experts qui vont être en charge spécifique de cette question, avec à l'extrême un risque d'écueil qui est celui d'individualiser la question de la prévention et de la responsabilité de la prévention et de rendre les travailleurs responsables et donc coupables de leur propre prévention. Donc trouver la juste mesure sur le partage des informations et des actions à mener pour avancer dans ce cadre-là. Il s'avère nécessaire de plus en plus d'associer les acteurs de prévention à la conception, alors à la conception et au fonctionnement des algorithmes de pilotage, mais à d'autres aspects également, pour qu'ils soient là aussi en mesure de dialoguer avec les concepteurs et les architectes de l'intelligence artificielle, si tant est que celles-ci prennent effectivement le pas de façon massive dans les activités, dans le pilotage des activités. Ces compétences vont nécessiter de tendre vers toujours plus de pluridisciplinarité et de complémentarité des profils des préventeurs et de pouvoir identifier les acteurs relais qui permettront de faciliter, là encore, la coordination des actions. Ça nécessite effectivement de faire évoluer les modalités d'intervention pour intégrer les enjeux de santé et sécurité au travail aux orientations stratégiques des entreprises.